Pendant de nombreuses années, le Bélarus a été plus qu'un simple voisin. C'était un partenaire de ce que l'on appelle l'État de l'Union et l'un des partenaires les plus proches de Poutine. La Russie et le Bélarus communiquaient, marchaient et faisaient même la guerre ensemble. C'est pourquoi il est presque incroyable qu'Alexandre Loukachenko, l'allié de longue date de Poutine et l'homme qui le connaît peut-être le mieux, ait proféré une menace choquante lors d'une interview en Russie. Le président du Bélarus s'est assuré que tout le monde savait que Moscou avait une autre surprise en réserve si elle pensait pouvoir envahir le Bélarus sans subir aucune répercussion. Laissez-nous vous expliquer tout cela. Izvestia, un quotidien à grand tirage considéré comme le journal national russe, a réalisé une interview exclusive de Loukachenko en octobre 2024. Le président du Bélarus y a abordé un certain nombre de questions politiques brûlantes, telles que le conflit en Ukraine, l'avenir des BRICS et même sa propre présidence, que l'Occident n'accepte pas comme valide. Mais l'aspect le plus controversé de la conversation a sans doute été la question posée à M. Loukachenko sur les chances et les difficultés d'un état d'union entre la Russie et le Bélarus. Dans un premier temps, M. Loukachenko a adopté une approche mesurée à l'égard de cette question en choisissant soigneusement ses mots. Il a comparé l'état de l'Union à une maison qui doit être construite à partir de zéro. Il a également parlé de la patrie commune, comme il l'a décrite, et de l'histoire centenaire que partagent les deux nations, de Vladivostok à Brest. La déclaration de M. Loukachenko selon laquelle il y a deux États dans l'état de l'Union, deux États souverains, a été la première indication de ce qui allait suivre. La section sur la souveraineté n'était pas une coïncidence. Il a ensuite souligné l'importance cruciale de la souveraineté pour les deux pays. M. Loukachenko a insisté sur le fait que, malgré leur dépendance mutuelle, les deux pays conserveraient leur identité nationale. Nous dépendons l'un de l'autre, mais nous restons deux pays distincts. En outre, il ne s'agissait pas d'une simple déclaration diplomatique. Elle réfutait directement toute idée d'intégration du Bélarus à la Russie. M. Loukachenko a toutefois continué à insister sur la souveraineté du Bélarus. Il a précisé que, contrairement à la croyance populaire, le Bélarus n'était pas et ne serait jamais un État satellite. Il a rappelé aux intervieweurs que le Bélarus avait été le pionnier de l'union étatique depuis l'époque de Boris Eltsine et que le but de cette union était de promouvoir une défense et une coopération économique plus étroites plutôt que d'effacer les frontières. M. Loukachenko a perdu tout semblant de civilité au fur et à mesure qu'il avançait, devenant de plus en plus passionné. Puis il s'est arrêté, bégayant « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge », a-t-il fait remarquer, où l'on prenait le contrôle d'une région, où l'on percevait des impôts et où tout allait bien. Le monde a évolué. Aujourd'hui, il est différent. Alors qu'il continuait à insister sur le fait que les réalités géopolitiques du XXIe siècle ne devaient pas être ignorées, le mécontentement de M. Loukachenko à l'égard de ce concept est devenu de plus en plus évident. Sa voix est devenue perçante. L'idée d'une expansion territoriale sans conséquences catastrophiques est un objectif stupide, a déclaré M. Loukachenko. En outre, M. Loukachenko affirme que ni lui, ni M. Poutine ne manquent d'intelligence. Il a également cité la poursuite du conflit russe en Ukraine comme une illustration claire de la folie de telles aspirations. Vous pouvez gagner aujourd'hui, mais que se passera-t-il ensuite? Une guérilla permanente, des attaques terroristes, vivre dans la terreur permanente est tout simplement inutile. Il parlait des intentions de la Russie à l'égard de l'Ukraine, mais il est évident qu'il pensait aussi au Bélarus. Si vous continuez à douter de la volonté de Loukachenko de s'attaquer publiquement à Poutine de manière aussi audacieuse, jetez un coup d'œil à ses citations. Le président du Bélarus a déclaré que l'idée d'une fusion formelle avec la Russie était irréaliste et impossible. Je suis désolé de le dire, mais cela signifierait la guerre, a-t-il poursuivi. Une ligne dure a été tracée dans le sable, une dénonciation vocale et sans ambiguïté de tout nouvel empiètement de la Russie au Bélarus. En outre, la position de Loukachenko allait au-delà de ses convictions personnelles. Le peuple bélarussien l'a soutenu. Il a déclaré catégoriquement que personne ne l'avait autorisé à rechercher l'intégration comme moyen de parvenir à une union plus étroite. Il a souligné que le peuple bélarussien, qu'il a décrit comme dévoué, digne de confiance et honnête, mettrait fin à toute initiative allant dans ce sens. Selon Loukachenko et ses partisans, la souveraineté du Bélarus ne peut être compromise. Il a envoyé un message à Moscou dans son entretien avec Izvestia, honorer l'indépendance du Bélarus ou subissez les répercussions. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle tant de l'acquisition du Bélarus par la Russie. S'agit-il d'une réaction à la puissance croissante de la Russie ou d'une simple paranoïa? Pas exactement. Le débat sur l'annexion du Bélarus par la Russie repose sur une base plus tangible. En effet, il existe un plan formel à ce sujet. Un document russe publié en 2023 décrit les plans spécifiques de Moscou pour intégrer progressivement le Bélarus d'ici 2030. Ce n'est que dans quelques années. La Russie élabore depuis longtemps un plan à long terme
pour réunir les deux nations et le document interne l'a dévoilé. La Russie a commencé à stationner ses militaires à proximité de la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine dès avril 2021, ce qui a été considéré comme un prélude à l'invasion de l'Ukraine. La stratégie semble évidente. Après l'effondrement de l'Ukraine, la Biélorussie devait être la prochaine étape. Naturellement, comme nous le savons maintenant, cela ne s'est pas produit. L'Ukraine existe toujours, mais la fuite du mémo a confirmé les soupçons selon lesquels les intentions de la Russie s'étendaient bien au-delà de l'Ukraine. La reconquête de ce que la Russie considère comme un territoire traditionnellement russe n'était pas le seul objectif. L'objectif était d'établir un nouvel empire russe en redessinant les frontières et en concentrant le pouvoir. Il est intéressant de noter que l'invasion du Bélarus par Poutine et les ambitions de la Russie pour l'Ukraine étaient similaires. Les deux pays devaient être gouvernés par Moscou. Une fois l'Ukraine vaincue et placée sous le contrôle de Moscou, tous les éléments du plan du Kremlin pour le Bélarus auraient été mis en œuvre selon une source de renseignement occidentale. À la lumière de ce qui précède, examinons de plus près le manuel de jeu. Commençons par une question cruciale. Comment sommes-nous au courant? Le journal ukrainien Kiev Independent et le Belarusian Investigative Center font partie du groupe international de journalistes qui ont révélé le projet d'absorption du Bélarus, Yahoo News et le journal allemand Süddeutsche Zeitung étant les fers de lance de cette initiative. Toutefois, ces organes de presse ont pris des mesures considérables pour confirmer la légitimité du document. Au lieu de se contenter d'extraire l'information d'Internet, ils ont demandé l'avis de spécialistes et d'analystes qui ont attesté de l'authenticité du document. Selon un diplomate occidental anonyme, le plan a été créé par la direction présidentielle pour la coopération transfrontalière, une division établie par le gouvernement de Poutine en 2018, spécialement pour les plans impliquant la Biélorussie, l'Ukraine et un certain nombre d'autres États environnants. Et par tactique, nous voulons dire trouver comment gérer les nations qui sont à côté de nous. Alexei Filatov, haut fonctionnaire du Kremlin, préside la direction présidentielle et répond directement à Dmitry Kozak, chef d'état-major adjoint du Kremlin. L'équipe d'Alexei Filatov a été chargée de l'énorme tâche de définir les objectifs stratégiques de la Russie pour le Bélarus, l'Ukraine, la Moldavie et les pays baltes, avec l'aide de toutes les institutions de pouvoir de la Russie. Cela indique que le plan bélarusien qui a été dévoilé n'était pas une entreprise de petite envergure. Des sources affirment que ce matériel a été manipulé par le personnel militaire et les services de renseignement russe, le GRU, la direction principale de l'état-major général, l'état-major général des forces armées, le service de renseignement extérieur, le SVR, le service fédéral de sécurité ou le FSB. Chacun d'entre eux a apporté sa contribution. Il s'agit donc d'avis émanant de certains hauts gradés du Kremlin. Selon certaines informations, le plan achevé a été présenté à M. Kozak à l'automne 2021, ce qui prouve qu'il s'agit d'un concept mûrement réfléchi qui a été élaboré pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que les esprits les plus brillants du Kremlin ont donc réussi à concevoir collectivement? En substance, le document confidentiel de 17 pages présente une stratégie bien pensée et à multiples facettes visant à intégrer le Bélarus dans un prétendu État de l'Union. Le rapport affirme que le processus n'est pas seulement politique, il comprendrait en outre une intégration culturelle, militaire et économique, garantissant ainsi le statut du Bélarus en tant qu'État satellite sous le contrôle total de Moscou. La notion d'État-Union entre le Bélarus et la Russie n'est pas nouvelle, elle trouve ses racines à l'époque d'Eltsine, le premier président de la Fédération de Russie. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'idée d'un État de l'Union a été proposée pour la première fois au milieu des années 1990 et en 1999, elle a été formellement établie par un traité. Il n'a cependant jamais été pleinement réalisé. L'accord a été pratiquement oublié après l'arrivée au pouvoir de Poutine et il est resté en place pendant près de 20 ans. Puis en 2014, la Crimée a été illégalement annexée. L'idée d'un État de l'Union a également été ressuscitée à la suite de l'affirmation croissante de Poutine dans la région. Tout en se concentrant sur les questions militaires et économiques, Poutine et Loukachenko ont signé des accords qui ont jeté les bases de 28 programmes d'intégration, évitant notamment le sujet délicat d'une fusion politique totale. Le texte qui a fait l'objet d'une fuite reprend la discussion sur l'absorption lente mais complète exactement là où ces arguments se sont arrêtés. Et 3 calendriers distincts sont inclus dans le document, à court terme d'ici 2022, à moyen terme d'ici 2025 et à long terme d'ici 2030. Les objectifs fondamentaux pour 2022 sont centrés sur le renforcement de l'influence pro-russe dans les sphères sociologiques, militaires et politiques du Bélarus. Le développement d'attitudes pro-russes au sein du grand public et des dirigeants militaires et politiques du Bélarus était un élément crucial. Cela ne vous semble pas familier? Outre l'accroissement de l'influence russe, cette déclaration souligne la nécessité de réduire les mouvements pro-occidentaux et nationalistes au Bélarus en reconnaissant la coopération de longue date de la Russie avec la souveraineté bélarusienne. Pour ce faire, le texte invite également le Bélarus à modifier sa constitution
constitution afin de mieux refléter les intérêts russes, notamment en matière de défense et de politique étrangère. Ces efforts ont porté leurs fruits en février 2022 lorsque le Bélarus a organisé un référendum sur les réformes constitutionnelles qui, entre autres, a mis fin au statut de neutralité de la nation. Plus de 4,4 millions de voix, soit 82,9% du total, ont soutenu ces amendements, signalant un changement radical en faveur des intérêts russes. Ensuite, nous discutons de nos objectifs à moyen terme. L'objectif de la Russie était d'accroître son emprise sur des aspects importants de la société bélarusienne d'ici à 2025. Le manifeste préconise la création de groupes d'influence pro-russes durables dans les sphères commerciales, militaires et politiques du Bélarus. Une fois de plus, il s'agit d'une stratégie similaire à celle que la Russie a employée par le passé dans d'autres régions où elle a développé des élites dévouées qui pouvaient servir d'intermédiaires pour les objectifs de Moscou. Le renforcement de la présence militaire russe au Bélarus est l'une des actions les plus importantes de cette période. L'augmentation du nombre d'installations militaires russes dans le pays et la poursuite de l'intégration des forces armées bélarusiennes dans le système militaire russe en ferait partie. Le texte vise en particulier à établir une structure de commandement conjointe pour les forces russes et bélarusiennes, car c'est le seul moyen de permettre cette intégration. L'augmentation du nombre de dépôts d'armes russes basés au Bélarus est un autre objectif. Compte tenu notamment de la poursuite de la guerre en Ukraine, cela permettrait à la Russie d'exercer une influence sur la stratégie de défense du Bélarus tout en rapprochant ses soldats de la frontière orientale de l'OTAN. Il ne fait aucun doute qu'un tel déploiement aurait un impact significatif sur l'environnement sécuritaire de la région, en particulier pour les pays de l'OTAN voisins comme la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Et cela ne concerne que l'aspect militaire. Le plan comprend également des mesures visant à rationaliser la procédure de demande de passeport russe pour les ressortissants bélarusiens, une méthode qui a été utilisée dans d'autres régions comme l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et la Crimée. Le processus dit de passeportisation n'est qu'un moyen d'établir des droits légaux sur des populations, ce qui facilite la justification de l'annexion ou de l'implication militaire. Un autre aspect important de cette époque est la création d'une monnaie unifiée, très probablement le rouble russe, qui lierait davantage les économies du Bélarus et de la Russie. Le Bélarus a toujours été tributaire de la Russie pour ses besoins énergétiques, important de grandes quantités de pétrole et de gaz. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Russie fournit au Bélarus 90% de ses importations d'énergie. La Russie souhaite renforcer l'intégration énergétique, bien qu'elle se soit engagée à réduire cette dépendance à 70% d'ici à 2035, mais cela implique de détourner les échanges commerciaux du Bélarus des ports baltes vers les ports russes et éventuellement de prendre le contrôle de l'infrastructure énergétique du Bélarus, y compris ses oléoducs et ses centrales nucléaires. Et ce n'est qu'un début. Selon la stratégie russe, le Bélarus sera entièrement intégré dans un nouvel empire russe sous les auspices de l'État de l'Union d'ici à 2030. Les objectifs à long terme comprennent l'assimilation culturelle et intellectuelle en plus de la domination politique et militaire qui a été abordée dans les phases précédentes. Le document divulgué affirme que la Russie souhaite établir une ère culturelle unique et une méthode commune d'interprétation historique. En d'autres termes, la Russie cherche à éradiquer l'identité unique du Bélarus. La principale composante de cet effacement est la promotion du russe au détriment du biélorusse, une tendance qui a déjà pris une ampleur considérable étant donné que le russe est largement parlé dans le pays. Selon le Comité national des statistiques du Bélarus, plus de 40% des citoyens du pays considèrent le russe comme leur langue maternelle. Toutefois, l'utilisation généralisée du russe n'est pas le but recherché. L'objectif ultime est d'intégrer pleinement le Bélarus dans les récits culturels et politiques russes en faisant du russe la seule langue de l'éducation et des médias. En outre, la politique vise à créer des centres culturels et des groupes non gouvernementaux ayant des liens avec la Russie dans l'ensemble du Bélarus. Leur seul objectif serait de favoriser l'influence russe sur la société civile bélarusienne. Il ne serait qu'un élément de plus dans le grand puzzle de la russification qui vise à établir une société dans laquelle l'identité russe est encouragée et la nationalité bélarusienne réprimée. Bien entendu, une propagande à l'ancienne était nécessaire pour y parvenir. Alimentée par les médias d'État et la manipulation de l'Internet, l'appareil de propagande de la Russie a été un instrument clé pour établir sa domination tant à l'intérieur du pays que chez ses voisins. C'est pourquoi le texte souligne également à quel point il est crucial de gérer l'espace d'information. En réalité, il s'agirait de remplacer les arguments pro-Kremlin qui soutiennent l'intégration progressive du Bélarus à la Russie par des voix indépendantes ou pro-occidentales. L'objectif final, changer complètement la perception du public. Le Bélarus ne serait plus un État indépendant si tous ses plans étaient mis en œuvre. Il serait simplement le vassal de Moscou à la merci de Poutine à tout moment. En outre, la Pologne et la Lituanie seraient les voisins
voisins immédiats de la Russie à l'est, ce qui aurait des ramifications majeures pour l'OTAN et l'Europe dans son ensemble. Il devrait donc être clair que les ambitions de Moscou ne sont pas particulièrement excitantes pour quiconque en dehors de la Russie. À la suite de la publication du document interne, Svetlana Tsikhanovskaya, chef de l'opposition en exil au Bélarus, a dénoncé le concept d'État-Union comme un danger pour le peuple bélarussien et son statut d'État. Elle a ajouté qu'un tel État servirait de modèle à l'intégration du Bélarus par la Russie plutôt qu'à une union entre égaux. Et le Bélarus pourrait dire adieu à toute forme de démocratie que Tsikhanovskaya et d'autres leaders de l'opposition au Bélarus ont travaillé dur pour atteindre si une telle absorption devait se produire. Mais qu'en est-il de Loukachenko? Comment a-t-il réagi au document qui a été divulgué? Le président bélarussien a rejeté cette allégation comme une tentative de diviser la Russie et son pays, tout en s'adressant aux journalistes locaux lors d'un événement sportif. Il n'a toutefois pas contesté la validité du document. Il a également affirmé qu'un groupe de personnes au sein du gouvernement de M. Poutine pourrait avoir créé un tel document 3 ans auparavant. Il a réaffirmé sa conviction que le Bélarus est une nation souveraine et indépendante. Cette réponse était-elle réelle ou s'agissait-il d'une mise en scène? La seconde hypothèse est la plus probable. Après tout, M. Loukachenko a passé des années à tenter de trouver un compromis entre sa dépendance à l'égard de M. Poutine et ses exigences en matière de souveraineté bélarusienne. Avant le conflit en Ukraine, M. Loukachenko a souvent riposté à la Russie en soulignant l'indépendance du Bélarus par la rhétorique et en modifiant peu sa politique. Il a réussi à faire du Bélarus un lien spécial entre la Russie et l'Occident et a parfois utilisé cette position pour faire pression sur Moscou et l'amener à faire des concessions financières. Cependant, tout a changé en 2020. La réélection controversée de M. Loukachenko a été suivie de vastes manifestations et de la censure de l'Occident. M. Loukachenko se retrouve alors isolé politiquement et dépend du soutien de M. Poutine pour se maintenir au pouvoir. Selon M. Sikhinovski, M. Loukachenko n'aurait pas survécu sans M. Poutine. En raison de cette dépendance, l'autonomie du Bélarus s'est progressivement réduite à mesure que la Russie a commencé à exercer une plus grande influence sur les affaires politiques et économiques du pays. Dans le même temps, le Bélarus est devenu un allié russe à part entière et a cessé d'équilibrer les intérêts russes et occidentaux. Cette alliance est devenue plus évidente au fur et à mesure que les tensions avec l'Ukraine se sont accrues. Dans le cadre d'exercices militaires coopératifs, la Russie a envoyé des troupes au Bélarus, mais celles-ci sont restées après leur départ prévu. Rétrospectivement, il s'agit là d'un exemple flagrant de l'implication du Bélarus dans la stratégie d'invasion russe. Les tensions croissantes avec l'Ukraine ont donné au Bélarus une nouvelle importance pour Moscou. En effet, la capitale ukrainienne n'est qu'à 140 km de la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine. Pour tout assaut militaire éventuel, cette proximité avec Kiev permettait une approche directe et opportune. Moscou a fait savoir qu'elle avait l'intention d'exploiter cette voie en stationnant des troupes, des avions et de l'artillerie lourde russe au Bélarus, et c'est ce qu'elle a fait. Le Bélarus est devenu une rampe de lancement cruciale lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, offrant aux forces russes un accès pratique à Kiev depuis le nord. Le Bélarus est ainsi devenu de facto un participant à la guerre. Les systèmes de missiles qui ont tiré sur le territoire ukrainien étaient positionnés au Bélarus. Les sorties aériennes russes ont été soutenues par des bases aériennes. Les militaires russes ont utilisé les infrastructures bélarusiennes comme ligne d'approvisionnement. Le Bélarus était totalement impliqué, ou presque pour le dire autrement. Vous savez, Loukachenko savait probablement que l'envoi direct de troupes bélarusiennes en Ukraine saperait son autorité, c'est pourquoi il a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que la population bélarusienne a clairement fait savoir qu'une intervention directe en Ukraine n'était pas soutenue par la majorité des Bélarusiens. De nombreux incidents de sabotage contre l'infrastructure bélarusienne, dont plus de 80 attaques contre les lignes ferroviaires des forces russes depuis avril 2022, ont rappelé à Loukachenko que la population ne soutenait pas la Russie à l'unisson. Ce message était apparemment fort et évident pour Loukachenko qu'il a reflété dans son discours. Il a fréquemment rassuré les Bélarusiens en leur disant que le pays ne se défendrait qu'en cas d'attaque. Il a sans cesse repoussé toute promesse officielle de participer au conflit, mais il est resté fidèle à sa parole même après que Poutine a commencé à demander des soldats bélarusiens. Cependant, la dépendance du Bélarus à l'égard de la Russie s'est encore accrue en 2023. Une escalade majeure s'est produite lorsque Poutine a déclaré son intention de placer des armes nucléaires tactiques au Bélarus après le vote de 2022 qui a mis fin au statut de pays dénucléarisé du Bélarus. Les tensions dans la région se sont accrues lorsque l'ambassadeur russe au Bélarus, Boris Gryzlov, a révélé que ces armes seraient placées au Bélarus occidental près des frontières de l'OTAN. En outre, cette action a été interprétée comme une indication claire que le Bélarus avait abandonné sa prétention à la neutralité. Certains observateurs occidentaux sont même allés jusqu'à qualifier le Bélarus d'État fantoche influencé par la Russie. Toutefois, M. Loukachenko a parfois indiqué qu'il préférait rester en dehors du combat, et nous ne parlons pas seulement de son refus d'engager des troupes bélarusiennes.
Par exemple, les médias d'État du Bélarus n'ont rien dit de l'atterrissage involontaire en décembre 2022 d'un missile ukrainien au Bélarus. En d'autres termes, ils ont eu une excellente occasion de présenter cela comme une attaque et de riposter, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Mais la rhétorique de Loukachenko est restée inchangée. En février 2023, il a déclaré que si le territoire bélarusien était envahi, le Bélarus se battrait aux côtés de la Russie. Il a ajouté qu'une attaque contre le Bélarus équivaudrait à la Troisième Guerre mondiale en septembre 2024, une fois que les armes nucléaires seraient complètement en place. Avec l'introduction d'armes nucléaires tactiques et l'entraînement de mercenaires Wagner et de conscrits russes sur le territoire biélorusse, le Bélarus est devenu une base militaire vitale pour la Russie. Naturellement, la Pologne et la Lituanie, deux nations voisines, ont perçu ce changement comme un danger et ont réagi en renforçant leur défense militaire. Le Bélarus a augmenté le nombre de troupes stationnées à la frontière ukrainienne dans le cadre de ses propres défenses militaires. Selon les rapports, cette frontière abrite actuellement environ un tiers de l'ensemble des troupes militaires du Bélarus. Il s'agit d'une mesure importante, étant donné que le Bélarus compte environ 60 soldats au total, dont 48 font partie de l'armée professionnelle et 12 du Comité national des frontières. Il en va de même pour les systèmes de défense aérienne et l'artillerie lourde. Bien qu'elles soient présentées comme des actions défensives, ces actions montrent clairement une affinité croissante avec les objectifs russes. Il est évident que l'autonomie du Bélarus a été quelque peu compromise afin de satisfaire aux exigences de la Russie en matière de sécurité si l'on considère la coopération active des soldats bélarussiens en matière de responsabilité logistique. Monsieur Loukachenko se trouve à un tournant car la structure de l'accord Union-État devient de plus en plus tangible. La guerre en Ukraine n'a fait que ralentir et non arrêter la première voie qui mène à l'intégration totale avec la Russie. Bien que les stratégies de la Russie pour atteindre cet objectif se soient parfois relâchées, pour éviter que le Bélarus ne devienne instable, la pression est toujours là. En ce qui concerne la deuxième voie, afin de préserver la souveraineté du Bélarus, Loukachenko devrait s'opposer vigoureusement à l'influence de la Russie. S'il s'engageait dans cette voie, le président biélorusse devrait probablement faire face à des problèmes intérieurs en plus des sanctions économiques imposées par la Russie, sans parler de la fureur de Poutine qui devient de plus en plus imprévisible. Maintenant que les deux options sont présentées de cette manière, on comprend pourquoi l'ambassadeur permanent de l'Ukraine auprès des Nations Unies, Serhiy Kyslytsya, a qualifié la situation de Loukachenko d'impasse. Qu'en pensez-vous? Loukachenko est-il destiné à rester un pion dans le plan géopolitique de Poutine ou dispose-t-il réellement d'une marge de manœuvre? Pourra-t-il un jour échapper à l'emprise de la Russie ou le Bélarus rejoindra-t-il inévitablement un empire russe plus vaste? Faites-nous part de vos réflexions sur cette terrible semaine russe et ses implications pour l'avenir dans la section des commentaires ci-dessous. Comme toujours, nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo.